Bienvenue à toutes et tous. Merci d'être présents ce soir, que ce soit en ligne ou en présentiel ici à HEC Liège. Bienvenue pour cette soirée débat sur le thème de l'IA et des ressources humaines. Avec cette question, l'IA peut-elle devenir le manager RH de demain ? Je tiens à vous préciser que nous venons de sortir le 2e numéro du podcast Éconumérique. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas encore écouté, donc l'idée c'est que toutes nos soirées débats sont dorénavant enregistrées et ensuite on les remonte dans un podcast de 20 minutes qui permet de faire un montage qualitatif des meilleurs moments de ces soirées débats. Et donc idéal sur le trajet du retour si vous voulez écouter cela. Le dernier épisode donc, traite de la santé numérique. Le premier était consacré au service public et à la numérisation dans le service public. Et donc ce soir c'est un tout autre thème puisqu'on parle effectivement donc, des ressources humaines. Pendant 1 heure, nous allons donc aborder la question de l'intelligence artificielle et de son impact sur les RH. Et pour parler de cette thématique, eh bien, j'ai le plaisir d'avoir autour de moi 3 invités que je vais vous présenter. Jean-Paul Erhardt, bonsoir. Donc, vous êtes fondateur et managing partner de PeopleSphere. C'est une plateforme d'échange et de contenu dédiée au RH. Vous intervenez régulièrement en tant que conférencier et professeur invité auprès de multiples organisations internationales. Bonsoir. Héloïse Leloup, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes passionnée par les ressources humaines et l'influence de la technologie sur le développement humain et organisationnel. Vous êtes directrice du pôle humain et société à l'Agence du numérique, dont vous êtes également la DRH. Et vous êtes également co-autrice de l'ouvrage Les entretiens RH, comment gérer ces étapes clés de l'expérience collaborateur. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Sandra Van Der, vous êtes experte en RH avec plus de 20 ans d'expérience en stratégie de gestion et de transformation de talent. Vous travaillez aujourd'hui au sein d'Equance en tant que Lead Talent and Workforce Transformation. Votre approche novatrice vise à aligner les pratiques RH aux objectifs stratégiques. Merci à tous les 3 d'avoir accepté cette invitation. Donc je le disais, 60 minutes, on va faire un peu plus court pour permettre à l'audience ici présente de poser vos questions. Donc je vous demanderai effectivement de garder vos questions en tête, de ne pas nous interrompre pendant le débat. Mais ne vous inquiétez pas, on va prévoir suffisamment de temps pour les échanges. Et puis de toute manière, après également, ça c'est plus compliqué lorsqu'on est à distance. Mais pour ceux qui sont ici présents, donc, il y aura un moment de networking avec un drink et cocktail dînatoire pour poursuivre les discussions. Alors on va peut-être commencer par poser le cadre et définir peut-être certains éléments. On ne va pas définir l'IA, mais par contre on va s'intéresser au rôle et au métier de directeur ou directrice RH. Sandra, je vais peut-être commencer par vous. En 2024, c'est quoi le métier de directeur RH, directrice RH? Et est-ce qu'on peut encore parler aussi de RH? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de termes qui sont apparus. Et c'est quoi finalement? Comment est-ce que vous le définiriez aujourd'hui? Moi, je pense que d'abord, il n'a pas beaucoup changé. Enfin, je vais dire, le but du rôle n'a pas beaucoup changé. Je pense que ça devrait toujours être un rôle stratégique dans la société qui surtout tient compte des gens dans la société, qui sont pour moi toujours clés et qui vont aussi rester clés avec tout ce qu'il y a. La chose qui doit peut-être de nouveau un peu changer, c'est qu'on peut pour moi tenir le nom RH, mais peut-être, et j'y crois vraiment, peut-être l'IA peut aider à un peu plus mettre le focus de nouveau sur le H dans la terminologie ressources humaines. Très bien. Merci. Héloïse, même question finalement, pour compléter peut-être. C'est quoi aujourd'hui être responsable des RH? Je vais donner ma définition, mais je dirais qu'il y a quasi autant de définitions de RH qu'il y a d'entreprises et d'organisations. Quand on se côtoie dans l'écosystème, on se rend bien compte que finalement, ça a tous le même objectif. Le rôle qui est attribué à la personne qui l'incarne est très différent en fonction de la culture dans l'entreprise, du mindset aussi, de celui qui occupe le top management, etc. On voit d'ailleurs qu'il y a encore parfois des RH qui ne font pas partie du comité de direction. Ce n'est pas pour le principe de faire partie d'un comité de direction, mais c'est pour le principe que la dimension humaine, potentiellement, n'est pas prise en considération dans les décisions qui pourraient être prises.
Et ce que je pense, je rejoins Sandra en disant que c'est un rôle clé et que le but n'a pas changé. Mais si les RH le savent, je ne suis pas sûre que la société et toutes les entreprises en ont conscience. Mais je dirais qu'il y a urgence, par contre, pour la société et les entreprises, de prendre conscience du rôle du RH dans les enjeux qui sont là aujourd'hui, et particulièrement par rapport au numérique et aux enjeux technologiques. S'il y a bien un rôle qui devient stratégique, c'est celui-là. Voilà. Et à l'Agence du numérique, on fait des baromètres. Donc on mesure certaines dimensions. Et en Wallonie, on constate qu'il y a moins de 10% des RH qui sont intégrés dans les projets stratégiques technologiques liés aux entreprises. Donc ça veut dire que les projets technologiques sont pensés sans la dimension humaine au sein de l'entreprise, ce qui, moi, m'effraie absolument, puisque, vu que je crois beaucoup dans l'enjeu de ce rôle de RH, je pense que le RH doit être aujourd'hui beaucoup plus leader de sa fonction et doit être beaucoup plus moteur et impulser les choses pour prendre la place qu'il mérite et dont l'entreprise a besoin. Alors qu'on le sait aussi qu'effectivement, paradoxalement, lorsqu'il y a des projets de transformation digitale qui échouent, on va souvent aller aussi chercher dans les facteurs humains et pas nécessairement technologiques. Je confirme. Donc, voilà. On vient souvent nous chercher en mode réactif, mais on est très peu sollicité pour le proactif, donc en amont, pour identifier les risques et les opportunités des changements qui s'opèrent. Par contre, quand les problèmes sont là, on vient nous chercher pour éteindre des incendies. Jean-Paul, je me tourne vers vous. Quels sont les grands changements qui ont un peu touché les métiers RH au pluriel ces dernières années? Bien sûr, il y aura, on va en parler, l'IA, mais peut-être pour recontextualiser un peu, est-ce que ces 5-10 dernières années, c'est quoi ce qui a vraiment changé? Alors, je n'ai pas l'occasion de reprendre la question précédente, mais ça va sans doute faire le lien. Là où Sandra disait on peut garder effectivement l'appellation RH, je dirais s'il y a peut-être quelque chose à faire, et ça va répondre à la nouvelle question, s'il y a une première chose à faire, c'est de changer ça, c'est de changer RH. Ça n'est absolument pas représentatif aujourd'hui de ce que les travailleurs attendent de nous. Et quelque part, ce n'est pas changer pour changer, hein. Je sais que ça va faire chier beaucoup de gens avec les cartes de visite, etc., mais bon, tant pis. Il y a une appellation qui existe depuis plus de 30 ans dans le secteur public et qui, à mon avis, est beaucoup plus juste que l'appellation RH. Une direction RH dans le secteur public, ça s'appelle une direction P et O. Et P pour people, O pour organisation. Et je trouve que c'est tellement plus pertinent. Alors, le seul inconvénient, c'est pour les vrais francophiles, le people sera embêtant, mais en fait, c'est une bonne vieille direction du personnel. Et le O, c'est la dimension organisation. Et c'est la dimension sur laquelle on ne travaille sans doute pas assez. En quoi ça peut répondre à la question? C'est que s'il y a un changement qui est fondamental sur les 5-10 dernières années et qui est, à mon avis, aujourd'hui le cœur du métier des professionnels des ressources humaines, c'est justement de trouver la bonne articulation entre l'individuel et le collectif. C'est là aujourd'hui où on a le vrai souci sur l'évolution sur le long terme. On a l'habitude de se plaindre en disant les gens ont une approche, ils sont de plus en plus individualistes, de plus en plus égoïstes. Nous sommes les responsables de ça. Nous avons créé cela. Nous avons individualisé totalement la relation de travail. Que ce soit par le biais de la gestion des horaires, des gestions des lieux de travail, par la gestion des plans de rémunération avec des plans cafétéria, par la formation en donnant accès à des catalogues en ligne, ce qui sont des bonnes choses, mais on a individualisé. Et donc on vient se plaindre que les personnes effectivement sont égoïstes, alors qu'en fait c'est nous qui avons donné les clés du camion. Ok, très bien. Derrière, la difficulté que l'on a, et c'est un thème qui revient souvent avec le télétravail, comment est-ce que l'on recrée du collectif ? Donc comment, avec des personnes qui viennent nous voir avec des demandes individuelles de plus en plus privées, de plus en plus intimes, qui doivent être gérées par un département RH, comment est-ce que l'on arrive derrière à maintenir l'intérêt du collectif? S'il y a un changement fondamental aujourd'hui, c'est celui-là. C'est celui qui consiste à trouver l'articulation et à mon avis, c'est le champ de tension principal ou c'est quelque part la colonne vertébrale du métier aujourd'hui. Très bien, merci Jean-Paul. C'est vrai qu'on va plus loin, on ne va pas s'arrêter au titre. Je sais que Sandra, en préparant un petit peu aussi ce débat, vous aviez dit que vous n'étiez pas très attaché au titre finalement d'une fonction en particulier, que ce soit Talent and Organization, People and Organization ou RH.
On sait que parfois aussi, ressources humaines, c'est réduire l'humain à une ressource au même titre que d'autres ressources de l'entreprise, donc ça a été critiqué aussi. Finalement, c'est encore pire, hein, donc n'y allez pas. Mais bon, ben voilà, c'est pourquoi moi je trouve que c'est pas très important. Et si je changerais le titre quelque part ou la fonction, ben je trouverais vraiment toute une autre. Enfin, tu vois, on demande à IA, tu vois, de créer une titre pour ce que doit être, mais au fond, ça change rien à. Et je rejoins Louis, c'est que c'est la personne qui exerce la fonction qui doit faire, qui doit faire ce qu'elle ou il pense devoir faire. Et ça ne va pas être décrit par une... Enfin, moi, je ne crois pas du tout dans des titres et certainement pas dans des job descriptions et tout ça. Donc, je changerai complètement de ça. Pour compléter ce que Jean-Paul disait, même les people et organization et l'individualisation versus le collectif, même, enfin, je ne suis pas 100% d'accord avec enfin, peut-être la façon dont tu le dis. Moi, je ne trouve pas que c'est nous, enfin, c'est les RH qui ont créé l'individualisation. Le monde est individuel, le monde a changé, les gens ont changé, les expectations enfin, ont changé. Et donc, c'est à nous, enfin, moi je dis toujours la même chose dans la société. Si on croit que ça va encore changer, qu'on peut faire changer ça, bah, oublie, c'est nous, les sociétés, qui doivent s'adapter à ce que les gens et les individus veulent. Et voilà, donc je trouve que c'est là où on doit regarder. Où je rejoigne Jean-Paul, et je pensais un peu autrement, c'est que, je n'appellerai pas ça la collectif, mais c'est qu'on a fait... Depuis des années, enfin, on a fait, et il y a beaucoup de changements dans les sociétés. Et si par exemple, si on parle de l'automation, simple, l'automation, ben, on peut dire la même chose qu'on dit aujourd'hui de IA. Il y a plein de bénéfices à capter, mais après, on ne les capte pas vraiment ou pas ce qu'on devrait capter parce que on n'adapte pas le fond de, par exemple, comment on travaille. On n'adapte pas le fond des processus. On chipote un peu là, on chipote un peu là, on change un peu là pour les gens, et pour le reste, on dit, bon voilà, tout le reste, ah non, c'est beaucoup trop compliqué pour... Et je parle un peu du management, c'est beaucoup trop compliqué pour nous adapter à ça. Et c'est là où je dis, enfin, le collectif, c'est plutôt l'organisationnel et tous... Et on parle déjà longtemps de ça, mais il n'y a pas grand-chose qui change, c'est que, comme je dis, c'est pas changer un peu là, on est dans un monde, et aussi dans le business, où on doit penser systemic change. Et c'est vraiment, c'est les systèmes qu'on doit adapter. Et ça, c'est quelque chose que je ne vois pas assez. Très bien, merci pour cela. On va maintenant se focaliser un peu plus sur le thème et on va commencer par voir un peu l'impact de l'IA sur le métier RH, puisqu'on a compris qu'il a évolué, mais il y a eu aussi donc, les IA génératives depuis maintenant 2 ans, tout juste, qui sont apparues. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets d'une tâche ou d'un processus en RH qui est véritablement impacté aujourd'hui par l'IA, où on peut dire ça se fait aujourd'hui grâce à l'IA, on aurait eu du mal à le faire aussi vite, aussi bien par le passé. Est-ce que vous avez, dans vos connaissances, ou même expérimenté peut-être, une application dans la RH? Jean-Paul, je vois que vous acquiescez. Oui, mais je dirais la première qui me vient à l'esprit et qui est la plus standard, en fait, et qui est très, très connectée finalement avec ce qu'on expérimente dans la vie quotidienne, c'est le chatbot qui va vous permettre de répondre à 80% des questions que les personnes peuvent avoir sur leur fiche de rémunération. Le basique. Vous avez une question sur la fiche de salaire, sur l'interprétation, sur telle déductibilité, sur tel ATN, etc. Typiquement, une IA est parfaitement en capacité de répondre à la majorité de questions que les gens ont sur leur fiche de salaire. Et donc, c'est une sorte de helpdesk qui, généralement, est assez embêtant à gérer par les personnes qui ont une fonction payroll dans l'organisation, parce que moi, je dois gérer l'exactitude et les gens viennent m'embêter avec leurs questions, etc. OK, il y a une IA, mais c'est difficile pour les utilisateurs de s'adresser à une IA, parce qu'il y a un step, et puis il y a un moment ou l'autre, on va rentrer dans un niveau de précision où c'est l'expérience que vous avez déjà eue avec un chatbot sur la SNCB ou sur n'importe quel autre grand prestataire de service, on voit où l'IA s'arrête. Et l'IA vous dit merci pour votre interaction et nous allons vous mettre avec un collègue réel, un collègue physique. Et on passe dans les 20 autres %.
Donc ça, c'est la première application évidente. La deuxième application évidente, qui est la plus répandue, c'est le recrutement. Et c'est l'analyse vraiment, mais une analyse fine, hein, pas juste une analyse par élimination, par critère, mais une analyse fine des candidatures qui rentrent. Et idéalement, ça j'ai encore du mal à percevoir pourquoi ce n'est pas encore fait, une réponse personnalisée à chaque candidature. Quand on sait aujourd'hui, il y a quand même 70% des candidats qui se plaignent de ne jamais avoir un suivi de leur candidature, alors que c'est parfaitement gérable par l'IA, voilà, c'est un terrain sur lequel il faut investir là, maintenant, tout de suite, quoi. Très bien. Héloïse, d'autres exemples? Oui, aujourd'hui, ça reste encore les bases, tout ce qui est pour description de fonction, etc. Donc, tout ce qui est formalisation, on passe quand même beaucoup de temps à rédiger, etc. Il y a des tas de choses, franchement, on perd son temps à faire des choses que l'IA fait bien plus vite que nous et mieux. Donc, ça, quand j'entends les RH et quand je discute avec mes collègues RH aux entreprises, c'est principalement via l'IA générative que c'est utilisé, plus encore que pour le recrutement, etc. Mais moi, je pense quand même que au-delà de ça, et je fais le lien avec la première question, le rôle du RH par rapport à l'IA, il est fondamental et il faut incarner cette évolution dans l'exercice de son métier. On ne peut pas être inspirant, on ne peut pas... Voilà, si soi-même on ne l'incarne pas, ça je suis d'accord. Mais je pense que le rôle du RH par rapport à l'IA en entreprise, et je rejoins certaines choses qui ont déjà été dites précédemment par Jean-Paul, il n'est pas celui-là. Je pense, par rapport à ce qu'on disait, par rapport à l'évolution de la société, à la façon dont le marché du travail fonctionne, aux compétences dont on aura besoin demain, etc. Je pense que là, le rôle du RH, on est quand même fort dans le day-to-day, on est quand même beaucoup dans la gestion quotidienne, prise par les urgences, etc., la gestion des crises. Enfin, en plus, ces dernières années-ci, on ne peut pas dire qu'on a été épargné par tout ce qu'il y avait à gérer. C'est un peu de sortir la tête de l'eau et de pouvoir imaginer ce que sera le futur du marché du travail demain et l'impact que ça aura sur les besoins de l'entreprise par rapport à son business. Et c'est là que moi je dis, au niveau du rôle du RH, l'enjeu, en fait, je n'ai pas trouvé d'autre mot que celui-là, c'est d'imaginer quelque chose où on n'est pas encore sûr de ce que ça va produire. Enfin, en tout cas, celui qui me dit que très clairement ça va être ça et pas ça, je veux bien le rencontrer. Mais en tout cas, on sait que ça change, qu'il y a des fonctions qui vont disparaître, d'autres qui vont se transformer, on aura besoin de nouvelles compétences, etc. D'impulser, si ce n'est pas déjà fait ce changement, parce qu'on voit aussi que dans beaucoup d'entreprises, ce n'est pas encore le cas. Si ce n'est pas le cas, il y a urgence, parce que sinon, ils n'auront plus la force de travail nécessaire pour gérer leur business. D'accompagner ce changement et de préparer ce changement. Parce qu'il n'y a pas de possibilité en termes d'IA s'il n'y a pas de data disponible, centralisée, structurée. Et avant d'utiliser l'IA, il faut d'abord qu'on ait cette data, préparer le terrain, etc. Et donc, pour qu'il y ait retour sur investissement, il faut qu'il y ait investissement. Et j'ai envie de dire, le temps à investir dans la centralisation de la donnée, la structuration, etc., il est nécessaire pour en gagner demain. Et donc, je pense que vraiment, on doit monter d'un step dans la perception du rôle RH qu'on a et que le RH, il doit aussi faire prendre conscience du rôle stratégique qu'il peut jouer. Et là, l'IA peut aussi l'aider dans son job parce que comme il peut déléguer des choses qui peuvent être automatisées, ça peut nous permettre, j'espère, à terme, de jouer des rôles beaucoup plus importants et plus clés et plus stratégiques que le rôle dans lequel nous sommes souvent enfermés aujourd'hui. Alors, juste avant de donner la parole à Sandra, un petit court oui, commentaire. je voulais réagir parce que ce que vient de dire Héloïse est super important et ça peut parfois sembler contre-intuitif, pas pour les personnes qui sont ici et les personnes qui nous écoutent, puisqu'elles sont déjà intéressées, mais le futur du RH, effectivement, c'est la data. Et on a encore des freins par rapport à cela en disant mais non, le dossier, le métier, pardon, c'est l'humain. Bien sûr que c'est l'humain, mais c'est la data aussi. Et aujourd'hui, le RH, ça fait des années et des années qu'on lui scie les côtes en disant il faut que tu comprennes le business, etc. Il faut aujourd'hui qu'il ait absolument une culture data s'il veut être connecté aux collègues et si il veut être en capacité d'anticipation. On a prévu un petit chapitre data, donc on y revient dans quelques minutes. Sandra, vous présentez Je vais peut-être compléter un peu. Et d'abord peut-être dire que moi, bien sûr, j'ai de la chance que je vis dans une société et dans une fonction qui... moi, je ne suis pas DRH. Donc j'ai beaucoup de collègues DRH et des collègues RH qui soi-disant font que la majorité des RH doivent faire et font bien.
moi j'ai la chance d'avoir une position un peu, allez, dans RH, je rapporte au DRH, mais j'ai pas on va dire les soucis journaliers, le day-to-day. Enfin, oui, j'en ai parce que je fais aussi le talent acquisition, mais j'ai bien sûr la chance de pouvoir vraiment sortir de l'eau et penser... lire, vraiment penser transformation. Ouais. Et donc, pour revenir peut-être à un exemple, bien sûr, je rejoins les exemples qui ont déjà donné, mais moi, une chose où j'y crois et j'espère que ça va venir, c'est le suivant, c'est que aujourd'hui, on compte beaucoup sur les people managers, on va dire, hein, pour vraiment gérer les gens, enfin, gérer et motiver et engager tous les gens. Et on sait, enfin, dans la majorité de la société, ces gens ont difficile. Hein. On dit parfois « it's broken in the middle, it's frozen in the middle ». Ces gens, oui, ils font pas toujours ce qu'ils doivent faire vis-à-vis leurs gens, leurs équipes et tout ça. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ont plein d'autres choses à faire. Et en fonction de ça, ils n'ont pas les compétences non plus. Et là, je trouve, j'ai vu quand même, et on ne les a pas chez Cons non plus encore, hein, mais j'ai quand même vu des exemples où des assistants IA peuvent vraiment aider les managers. Et là, on parle de l'augmented manager ou l'augmented... Mais ça, j'y crois vraiment. Parce que j'ai vu des choses où vraiment, ça va aider à avoir des bonnes conversations avec les gens. Ça va soulager les managers. Ça va... Enfin, là, j'y crois vraiment. Et j'ai vu des premiers POC de ça. Où en fait, bon, et ça c'est une conférence, quelque chose que j'ai vu, c'était pas encore pratiqué dans tout ce qui est ressources humaines, mais où en fait, où le discours du speaker était, vous savez que l'IA devient même plus empathique, je sais pas comment tu le dis en français, empathique que les gens, quoi, tu vois. Et vraiment, j'ai vu des exemples, honnêtement, c'est vrai, quoi, tu vois. Et est-ce que c'est parce que l'IA est plus empathique? Probablement pas. Mais on a quand même beaucoup de gens, comme je dis, dans la société, ils n'ont plus le temps de s'occuper vraiment des gens. Et là, c'est un exemple où j'y crois vraiment. Et donc, au sein d'Equans, l'entreprise pour laquelle vous travaillez, vous avez dit on n'y est pas encore. Non, pas du tout. Quels sont du coup, enfin si on peut en parler, mais quels sont les freins? Est-ce que c'est de la peur, de la méconnaissance? Est-ce que c'est parce qu'il manque des cas d'usage évidents? Est-ce qu'on peut... C'est un peu tout ça. Enfin, on est une grande société, on est en pleine transformation. Enfin, il ne faut pas oublier qu'on a été créé vraiment... Il y a 3-4 ans, on a quand même aussi dû faire beaucoup de commencer à zéro de certaines choses. Donc, c'est la dernière année, on était en train de vraiment voir, aller un peu plus loin que ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait rien. J'ai un exemple, mais ce n'est pas au sein des RH, mais c'est quand même pour améliorer l'expérience professionnelle de nos project managers, par exemple. On sait que les PM, on en a 700 dans notre société, on a plein de contrats, ils doivent vraiment connaître leurs contrats. Mais on sait aussi, je pense, dans beaucoup de sociétés, ces gens ne sont pas formés legal, ils ne sont pas formés contrat, ils n'aiment pas. Et là, par exemple, et c'est une idée des employés, parce qu'on a fait un hackathon à un certain moment, et on est en train de créer une application AI qui va leur aider à vraiment connaître beaucoup plus et être alertés et tout sur leur contrat, quoi. Et donc, on peut dire que ce n'est pas du RH, mais bon, c'est quand même vis-à-vis les gens. On a montré le POC, et normalement, ça va aller live en janvier. Les gens étaient super enthousiastes, parce que ça va leur faire non seulement du temps, mais gagner du temps, mais ils vont aussi être beaucoup plus forts dans leur métier, quoi. Intéressant. Merci pour l'exemple. Il existe déjà, by the way, pour certaines... je suis sûre, dans les bureaux d'avocats, ils utilisent ça déjà. Hein. Mais ici, on va le créer pour nos comptes, quoi. Merci. Jean-Paul, pour illustrer la question de ce soir, en préparant le débat, vous avez donné, je trouve, une illustration qui était assez limpide ici. Vous avez dit, mais comment allons-nous faire le jour où l'IA, je vous cite, dira au bout d'un process de sélection, donc on parle recrutement, l'IA vous arrivera à la conclusion suivante: vous n'avez pas besoin de recruter ce profil pour le job concerné, puisque je suis capable de remplir cette fonction. C'est une bonne question. Ça, c'est très bien.
C'est la thèse, c'est la thèse du grand remplacement. Hein. C'est à un moment, et on sait que ça existe déjà des IA qui sont capables de générer d'autres IA, etc. Mais la question qu'on doit se poser, effectivement, c'est qu'à un certain moment, des tâches confiées à l'IA peuvent générer ou amener à une prise de décision. Et c'était dans cette logique-là, en fait, c'était de réfléchir sur la prise de décision. À un moment, l'IA peut amener une recommandation qui est contraire à celle que l'on prend. On fait quoi ? On décide quoi? On se cache derrière en disant voilà, en fait, l'IA m'exonère de la responsabilité puisque l'IA a recommandé telle décision, ou bien alors on prend son courage à deux mains et on dit non, j'ai besoin d'un profil. Donc c'est très intéressant parce qu'à un moment ou l'autre, ça pose la question effectivement du processus de prise de décision et de la prise de responsabilité. S'il y a bien un élément, et Héloïse l'a évoqué tout à l'heure, s'il y a bien un élément que l'on reproche très très souvent au DRH, c'est d'avoir peur de leur ombre. C'est d'être ce qu'on appelle risque averse. Et donc l'IA en cela comporte un risque qui consiste en fait à dire écoutez, j'ai confié telle tâche, j'ai confié tel dossier à une intelligence artificielle, et finalement l'intelligence artificielle me dit ceci, et donc nous allons faire ceci. Et à un moment, dans nos organisations, et je crois que c'est tout le sel et c'est tout le rôle d'un bon responsable PNO, vous me suivez, hein c'est effectivement le rôle d'un responsable de PNO de sortir du cadre, de dire non, je vais aller chercher un profil différent. Ce qu'une IA actuellement, mais on sait qu'elle est capable de le faire, ce que l'IA ne fera pas spontanément. Ce n'est pas ce que nous allons demander. Nous allons lui demander une approche aussi objective que possible, aussi complète que possible, aussi nuancée que possible. On va lui demander aussi empathique que possible. Mais est-ce qu'on va se retrancher derrière une IA pour prendre des responsabilités, y compris jusqu'au moment où cette thèse du grand remplacement va se présenter, en disant l'IA va dire « pas de problème, je m'en occupe. Pas de problème, je m'en occupe. Pas de problème, je m'en occupe. » Ce n'est pas la connexion web qui a un problème, c'est moi qui ça s'appelle du comique de répétition. On va demander à Héloïse peut-être de réagir, puisque je sais que les questions humaines et organisationnelles, enfin en tout cas que l'humain doit, selon vous, garder une place centrale, et même, quelles que soient, je dirais, les tâches réalisées par l'IA. Mais justement, est-ce que ça peut faire peur, ça aussi, cette théorie du grand remplacement, qui n'a rien à voir avec celle qu'on est en France pour autre chose mais... Oui, évidemment que ça fait peur. Je ne suis pas sûre aujourd'hui, mais c'est par intuition, pas par connaissance, que ce soit la première peur auquel pensent les RH quand ils pensent à l'IA. En général, la peur, elle vient plus de « je ne sais pas, je n'ai pas confiance ». Du coup, on n'a pas confiance, on s'y intéresse moins, on ne monte pas en compétence, on ne teste pas. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Alors, la peur évoquée, en tout cas quand on parle des technologies de manière générale, l'IA également, mais pas que, c'est plutôt la peur de la déshumanisation. En général, quand on pose la question à un dirigeant, le premier risque qu'il évoque, c'est pas de retour sur investissement, parce que on sait aussi que ça coûte, en tout cas dans certains cas, et le RH, c'est la déshumanisation. La question à se poser, c'est de se dire, OK, parce que dire qu'il n'y a pas de risque à l'IA, c'est ridicule. Il y a des risques. Les nier, ce serait tout aussi ridicule. C'est dire finalement quels sont les risques de ne pas prendre ce risque. Et quand on commence à analyser ça, on se dit qu'ils sont bien plus grands que de ne pas les prendre. Par contre, c'est très intéressant d'identifier les risques. Pourquoi? Et là, je pense que le RH, il a aussi un rôle à jouer. C'est de se dire, OK, comment on les gère? On a une responsabilité au niveau RH, je pense. En tout cas, c'est ma vision du rôle par rapport à l'employabilité des collaborateurs. Parce que finalement, l'effet aussi, l'impact, il est aussi directement sur les gens avec lesquels on travaille. On ne veut pas s'y intéresser, c'est très bien, mais qu'est-ce qui se passe quand l'entreprise ne sera plus viable demain parce qu'elle ne fera pas face à la concurrence et qu'en plus nos collaborateurs, on n'a pas investi en conséquence et donc ils sont inemployables. Je veux dire, on a une responsabilité aussi de faire évoluer l'entreprise au niveau collectif, organisationnel, mais aussi au niveau individuel. Et la responsabilité aussi, progressivement, alors c'est facile à dire et je n'ai pas de recette toute faite, très sincèrement, mais on en discute beaucoup entre RH, c'est la notion du cadre. Comment est-ce qu'on encadre justement ces évolutions-là par rapport à la décision? OK, dans ce cas-là,
Qui décide de quoi? Est-ce qu'on l'utilise? On sait bien qu'au niveau RH, on traite pas mal de données sensibles. Comment est-ce qu'on fait pour centraliser et utiliser cette data alors qu'on a justement des données parfois très personnelles au sens strict du terme? Voilà. Est-ce qu'on peut utiliser ChatGPT ou Copilot avec l'environnement externe, avec des données intérieures à l'entreprise? Qu'est-ce qu'on fait passer comme message? C'est super important parce que les personnes, ce sont d'abord des citoyens avant des travailleurs et ils n'ont pas attendu qu'il y ait une politique en entreprise pour l'utiliser. Et d'ailleurs, très concrètement, dans les faits, les gens l'utilisent beaucoup à titre privé avant de l'utiliser dans le cadre professionnel. Comment capitaliser aussi sur ces expériences-là au niveau professionnel? Et l'entreprise, là, c'est pour moi un enjeu plus organisationnel. Comment est-ce qu'elle encadre ça? Et ça, c'est aussi fonction du business de l'entreprise, fonction de la culture de l'entreprise. Mais interdire par peur, par du grand remplacement, enfin voilà, ça pour moi c'est un non-sens. Et c'est pas ce que vous remarquez effectivement principalement aujourd'hui comme étant la principale cause. Très bien, merci. On a un peu abordé les freins, les opportunités. Sandra, j'ai envie qu'on aborde un autre chapitre qui est celui des compétences et des formations, puisque dans votre rôle il y a talent. Donc, est-ce que finalement, oui, l'IA impacte tel cela? Est-ce qu'on peut penser utiliser l'IA pour avoir des parcours de formation plus customisés, personnalisés? Est-ce qu'on peut imaginer justement quelque chose de cet ordre-là à l'avenir? Et plus globalement, si l'IA n'est pas juste un outil pour la formation, est-ce qu'il faut alors aussi former tout le monde au sein de l'entreprise à l'IA, ou y a-t-il des priorités à mettre en matière de formation? Comment est-ce que vous voyez ça? D'abord, est-ce que l'IA peut aider à former les gens mieux qu'aujourd'hui et donc d'une façon plus individualisée? Certainement. D'ailleurs, on le voit déjà, je pense, il y a déjà vraiment des applications qui font ça. D'ailleurs, aujourd'hui, on en a déjà encore discuté chez nous. On est en train de voir si on ne peut pas justement créer une application pour aider un peu le training adoption. Et donc, on va faire ça par plus d'individualisation. Il y a déjà plusieurs applications sur le marché. Ce qui m'intéresse plus dans le sujet, c'est en effet la formation de tout le monde dans la technologie et l'IA. Et Louise a déjà un peu marqué. Et moi, je le dis toujours vraiment très simple comme ça. On parle beaucoup de la Corporate Social Responsibility. On parle beaucoup de ESG avec le S qui est quand même pour social et donc les gens et tout. Et donc, pour moi, il y a une grande priorité là-dedans. Et c'est justement une corporate social responsibility des sociétés, je trouve, de former tout le monde dans ces nouvelles technologies et l'IA. Et là, je sais qu'il y a quelques grandes boîtes consultantes qui le font déjà, et très bien, parce que it's the way to go, comme on dit. Par contre, je trouve là, les sociétés, et surtout en Europe et en Belgique, il faut une accélération immense, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi chez nous, c'est très... on n'y est pas encore, quoi, tu vois. Et est-ce que c'est parce que les gens ne veulent pas? Non, parce qu'on a moi, avec mon équipe, on co-crée, on parle vraiment beaucoup avec les employés sur le terrain. Et en fait, ils sont vraiment demandeurs, quoi. Après, peut-être, on pourrait dire, voilà, il y a plein de training apps et tout sur le marché ouvertes et tout. Et on pourrait aussi dire, voilà, c'est l'employé même qui doit prendre cette responsabilité. Cette fonction, ouais. Alors là, c'est marrant parce que je viens de lire une étude, quelques études qui disent tous la même chose, que il y a 5 ans, encore les études disaient oui, mais les gens vont prendre leur propre training en main, ils vont faire ça eux-mêmes. Mais apparemment, les études ont changé, vraiment, parce qu'on a analysé avec l'IA, by the way, cette étude récente, ils disent toutes la même chose, qu'on est de nouveau un peu à l'arrière. Enfin, à l'arrière, les employés demandent plutôt, ou attendent plutôt plus les sociétés et d'autres instances qui font la formation. Peut-être trop d'offres et du coup on a un peu perdu. Peut-être c'est ça, mais c'est vrai que... On va poser la question à Jean-Paul, parce que vous avez peut-être une vue un peu plus large dans la communauté RH par rapport à la formation. Vous nous aviez dit aussi en préparant que les RH avaient quand même été longtemps à la traîne sur le plan technologique. Et du coup, est-ce qu'il y aura un mouvement de rattrapage maintenant à ce niveau-là ? Mon observation, c'est une observation de terrain. Donc,
les travailleurs, la réalité. Donc, au-delà des études, comment cela se passe dans nos entreprises. Et mon sentiment, en regardant nos entreprises de secteurs très divers, qu'on soit dans le secteur marchand, non marchand, secteur public, secteur privé, j'ai le sentiment qu'en fait, ce sont les travailleurs qui poussent. Ce sont les travailleurs qui déterminent finalement notre rythme d'adoption. Et effectivement, je pense que nos organisations, comme le disait Sandra, sont en train de courir derrière. Mais tout simplement parce que l'IA est dans leur vie quotidienne et il n'est pas question d'avoir au travail une expérience qui soit inférieure, qui soit en retard de technologie ou en retard d'instantanéité, de vitesse, d'efficience par rapport à celle que je connais dans ma vie privée. Et donc, les questions que nous nous posons, en fait, en tant que les professionnels de la formation, de la pédagogie, sont des questions plutôt qui sont un peu ontologiques en disant « oui, mais l'IA introduit en fait de la paresse chez nos collaborateurs ». Dans le sens où, en fait, ils n'apprennent plus. Ils ont une IA simplement qui peut leur donner la solution. Ce n'est pas nécessaire que je maîtrise telle matière de droit social, puisque de toute façon, la base de connaissances, elle est disponible en IA, et je peux y retourner. Ce n'est pas nécessaire que je connaisse dans le détail telle technologie ou tel principe de mécanique des fluides, parce que de toute façon, j'ai une IA qui va me donner une réponse qui sera tangible. So what? So what? So what? Notre rôle, c'est de mettre en fait les plateformes optimales à disposition, de leur offrir une expérience qui soit aussi efficace que celle qu'ils peuvent expérimenter. Mieux, si possible, plus efficace encore, plus connectée. Je pense que il faut faire confiance à nos collaborateurs. Ils sont aujourd'hui bien meilleurs que nous, pour la plupart. Héloïse, avec votre casquette non pas de DRH, mais plutôt de responsable aussi du programme Digital Leadership, votre avis sur l'évolution des compétences, sur le niveau de maturité peut-être qu'on a aujourd'hui dans le domaine? Je pense qu'il a fort évolué. Quand on a décidé à l'agence du numérique d'intégrer plus la dimension humaine, RH, management, etc. à l'agence, et donc on a vraiment développé cette expertise de l'impact de la technologie sur le développement humain et organisationnel. J'ai été frappée aux portes des entreprises, discuter avec des RH, etc. Et on me disait, t'es RH, qu'est-ce que tu viens nous parler de technologie? Et donc, en fait, c'est parce que j'étais dans l'écosystème depuis un petit temps, et donc les gens étant sympas, ils m'écoutaient. Et puis la sauce a pris, au fur et à mesure des discussions, etc., ils ont bien compris que l'enjeu technologique, il était d'abord humain. Et donc, mon but à moi, c'était aussi de faire prendre conscience, finalement, qu'il fallait travailler, qu'il fallait certainement pas rester en dehors du bateau de cette transformation fulgurante. Mais je devais être proactive pour aller un peu, voilà. Et puis, il y a eu la crise sanitaire. Alors là, on s'est quand même bien rendu compte qu'il ne suffisait pas d'une connexion et de faire des réunions en visio pour que tout se passe bien. Donc là, il y a déjà eu une première prise de conscience, mais pas dans l'aspect, je vais dire, transformatif de la technologie. C'est-à-dire, OK, on en a besoin parce qu'en termes de crise, parce que ça nous permet de faire du télétravail. Enfin, c'était réduit au niveau du scope, mais pas par rapport à l'ampleur du marché du travail, de l'employabilité, des compétences. Et honnêtement, ça, je trouve que c'est une opportunité, enfin, c'est grâce, je pense, à ChatGPT. La première technologie qui est accessible à tout le monde, qui parle notre langue, il ne faut pas savoir coder pour l'utiliser. On l'a, ça arrive entre les mains de tout le monde. Même le RH peut utiliser ces technologies, il ne doit pas devenir informaticien pour l'utiliser. Et du coup, comme ça touche tout le monde, et là, moi, je sens que depuis quelques mois, il y a vraiment une prise de conscience, de dire, OK, ça touche tout le monde, il y a quelque chose qui est en train de se passer, etc. Je ne sais pas si l'ampleur est mesurée, mais ce que je constate, alors c'est un petit indicateur, mais que les derniers événements que nous organisons ou que d'autres organisent, aujourd'hui pour la profession, sont à très vite sold out. Donc les RH commencent vraiment à s'intéresser au sujet, à essayer de comprendre comment ils pourraient l'utiliser, mieux l'utiliser. Voilà. Mais je rejoins Jean-Paul. On est en retard. Voilà, on prend le train de retard. Comment rattraper ce retard?
et comment anticiper et travailler sur les vrais enjeux, parce que je voyais quand même bien le premier webinaire, c'était l'IA et le recrutement, l'IA et les descriptions de fonctions. Enfin, c'est très bien. Je vais dire une phrase de Jean-Paul, je lui vole parce que je la trouve très très bien. C'est mignon, mais l'enjeu n'est pas là. J'utilise son expression parce que je trouve qu'elle était très très juste. L'enjeu, il est sur le développement des compétences et l'équilibre homme-machine demain au sein des entreprises. Voilà, on est sur des enjeux, je pense, beaucoup plus importants au niveau des entreprises que cela. Après, si je peux, c'est une question qui me revient maintenant, qui n'est pas nouvelle parce qu'on a eu des évolutions comme ça, c'est que voilà, aussi, je pense dans les fonctions RH, comment on les appelle. Donc, dans les fonctions RH, la question est aussi, est-ce qu'on a encore les bons profils? Est-ce qu'on cherche encore les bons profils quand on recrute des gens dans RH, même les DRH? Maintenant qu'on va parler voilà. Exactement, c'était une très bonne transition sur les data et aussi l'éthique. Jean-Paul, vous mentionnez tout à l'heure, notamment vous parliez des fiches salaires, c'est quand même des choses aussi qui représentent des données, des données très personnelles et donc sensibles, confidentielles bien entendu, si le chatbot doit pouvoir avoir accès à toutes ces données-là. Je prends un autre exemple parce que vous l'aviez mentionné aussi dans le recrutement. Est-ce qu'on peut imaginer qu'aujourd'hui, il y aurait un problème, un responsable RH en charge d'un recrutement qui va uploader dans ChatGPT une centaine de CV qu'il a reçus pour faire une analyse, une synthèse et qu'on lui dit, comme ça me permet d'avoir un premier tri. Est-ce qu'aujourd'hui, que ce soit sur le plan réglementaire, sur le plan de l'éthique, est-ce que c'est une pratique qui se fait? Est-ce que les personnes sont conscientes que, comme ça, de balancer des CV sans les avoir anonymisés, voilà. Oui, voilà. Non, est-ce qu'il y a des garde-fous à ce niveau-là? Il faut que les CV, effectivement, soient anonymisés. Et alors, vous pouvez les utiliser. S'ils ne sont pas anonymisés, non. Non, c'est le gros avantage et peut-être parfois le gros frein en Europe. Il y a quelque chose qui s'applique et qui s'appelle le RGPD et qui fait que, effectivement, la loi, c'est la loi. IA, pas IA. Et ça m'amène sur autre chose, parce que, autre chose, je ne pense pas. On a tendance à oublier, j'aime bien revenir à la source de temps en temps, l'IA vient d'où? Le modèle. Le modèle philosophique qui est à la base de l'IA, c'est quoi? C'est un modèle libertarien. C'est la Silicon Valley. Ce sont une série de bons mâles dominants, des mâles alpha qui ont décidé qu'ils voulaient d'une part en fait éradiquer totalement l'intervention de l'État, d'autre part obtenir la vie éternelle. Et le schéma, un des schémas qui consiste à ça donne naissance à l'IA. Je fais très court, je fais très résumé, mais en fait c'est ça. Et donc le modèle qui est à la base de l'utilisation de l'intelligence artificielle, le modèle philosophique, le modèle moral qu'il y a derrière, et là je me tourne vers Héloïse parce que je sais que je suis sur un terrain qu'elle maîtrise beaucoup mieux que moi encore. Pas sûr. C'est ça. Et ce modèle-là, est-ce qu'il est applicable partout, tout le temps, à notre modèle de fonctionnement européen, notamment avec un cadre RGPD de protection de la personne, etc. C'est pas évident, c'est un mariage qui est complexe, mais qui va nous donner, in fine, qui nous demande sans doute aussi plus de temps d'adoption, mais qui, in fine, va nous donner un modèle intégré, avec nos contraintes historiques, morales, philosophiques, en utilisant un modèle libertarien dont la philosophie consiste à dire tout est ouvert, etc. Et il s'agit effectivement, Sandra en parlait, d'avoir l'augmented manager, mais l'homme augmenté et l'homme éternel. Eh bien, nous sommes en train de construire, c'est peut-être ça notre champ de tension, c'est peut-être ça notre difficulté, c'est pour ça qu'on a des débats philosophiques sur la manière dont on va pouvoir utiliser l'IA. On est en train de la forger dans un modèle avec une réglementation, avec un poids de l'État, et qui, très honnêtement, pour les travailleurs comme pour nous, est un vrai filet de sécurité. Oui, je suis d'accord. Après, par exemple, nous, on a peut-être la chance d'être une grande société, mais nous, on a, après, je pense, très vite, on a eu notre propre Equance GPT. Donc, en fait, nous, on peut uploader, tu vois, des données, des PowerPoint, c'est fermé. Disponible uniquement en interne. C'est fermé. Et les collaborateurs ont marqué le raccord en amont. Ouais, voilà.
Et donc, voilà, donc on peut utiliser ça, et on l'utilise, bien sûr. Après, oui, enfin, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais parfois, il y a des gens dans la salle qui savent, moi, je trouve il ne faut pas non plus utiliser, je dirais, le GDPR et tout ça comme excuse, tu vois, pour ne pas faire, et ça aussi, c'est parfois un peu très européen, très belge, un peu, tu vois, on ne peut pas. Parce qu'on peut pas, parce qu'on peut pas. Bon. Mais c'est là où le RH a un job. C'est effectivement si le RH, et je pense que c'est ça l'évolution sur la posture, hein, où la posture a pu être jadis, non, je suis désolé, on ne peut pas. La posture du RH, idéalement aujourd'hui, dans un monde où l'IA existe, c'est on ne peut pas comme cela, et donc on va faire autrement. Autrement, Ça change tout. Hein. C'est peut-être très théorique, etc. Mais l'objectif, c'est de trouver des solutions. C'est de dire, OK, la règle est celle-là. On doit respecter la règle. Ouais. Et alors là vient de nouveau les formations, parce que en fait, une partie de ces débats me fait penser à il y a très longtemps, c'était avec le début des médias sociaux et le Facebook et tout ça. Enfin, moi, j'ai eu des discussions, je ne vais pas dire dans quelle société, mais juste les mêmes. Hein. On allait fermer tout et les employés ne pouvaient pas utiliser, et ils ne pouvaient pas être... Enfin, tu vois. Et à un certain moment, on a dit, voilà, on va trouver une façon, enfin, on va un peu aller donner un cadre et on va former les gens. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et donc on revient toujours au même, c'est la formation, pour enlever le peur que certaines personnes ont encore, pour un peu démystifier tout ce qui est autour, et bien sûr pour aussi injecter, voilà, comme ça non, mais comme ça oui. Très bien. Juste parce que Jean-Paul a tendu la perche à Héloïse sur un terrain qu'elle connaissait bien. Et elle s'en trouve réjouie sur justement l'éthique et les datas confidentielles, l'éthique. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui sur justement peut-être même les stratégies RH qui utiliseraient des données et de l'éthique en entreprise finalement à ce niveau-là? En effet, il y a un règlement qui dépasse le cadre de l'entreprise, qui est le RGPD, etc. Donc ça impose à nous. Et puis je pense aussi que l'éthique, c'est à un moment donné ce qu'on trouve juste à un moment donné dans un endroit donné. Et donc c'est très lié à l'entreprise, qui est considérée comme éthique ou pas, au-delà de l'aspect du règlement évidemment externe qui s'impose à nous et qu'on se doit de respecter. Hein. Voilà, donc moi je pense que là aussi, je rejoins Jean-Paul, le RH a un rôle à jouer en disant quel est le cadre chez nous qui est admis, qu'est-ce qui n'est pas admis. C'est sûr que pour les données, là je pense vraiment à la fonction RH telle qu'on la conçoit, payroll, fiche de paye, données à caractère personnel, forcément ça ne se diffuse pas, et ça doit rester dans un environnement externe, donc il faut créer les moyens techniques en interne pour pouvoir utiliser l'IA dans un environnement interne. En tout cas, nous, c'est la politique qu'on prône. Mais au-delà de ça, ça dépend aussi du business de l'entreprise par rapport à l'éthique. Mais forcément, les entreprises qui œuvrent dans tout ce qui est chimique, etc., qui ont des formules, des données stratégiques, etc., le cadre ne sera pas le même que dans une société de service. Et donc, de nouveau, je pense que c'est très lié à la culture de l'entreprise, à l'éthique de l'entreprise, qu'elle s'est définie. Mais l'enjeu, c'est de se la définir. Et c'est pas de dire on ne sait pas, ok, on ne sait pas maintenant, mais comment est-ce qu'on construit les moyens de savoir demain, ensemble, quel sera notre cadre. Et souvent, le problème, c'est on reste, il n'y a pas de cadre, je ne sais pas, donc on ne fait pas, on ne prend pas le risque. Et c'est là que je trouve que le RH a un rôle à jouer en disant ok, comment est-ce qu'on fait pour que ce soit possible demain dans un cadre acceptable pour l'entreprise. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas une réponse unique. Désolée, je vais peut-être te décevoir dans ma réponse. Mais je n'ai pas de recette. Par contre, la recette, c'est la posture et le fait de créer justement cette recette en entreprise. Et on sera, je crois, de plus en plus soumis à créer des cadres qui n'existent pas parce que je pense que le monde de demain, on ne le connaît pas. Et donc, à nous de jouer ce rôle organisation et au fur et à mesure que les évolutions arrivent, de les construire, de ne pas attendre qu'ils nous viennent de l'extérieur. On voit bien qu'au niveau du droit, etc., il y a toujours une guerre en retard par rapport à la réalité. Si on doit attendre que l'extérieur nous impose ce qu'on doit faire en entreprise, on sera toujours en retard et ce sera de plus en plus vrai, je pense. Tellement les choses vont vite et ça s'accélère vite.
Je vous propose de poursuivre ces discussions très intéressantes autour d'un verre. Et donc, merci beaucoup tout d'abord à nos 3 invités de ce soir de s'être déplacés et d'avoir accepté notre invitation. C'était très intéressant. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui nous ont suivis, que ce soit en ligne ou ici en présentiel. Donc on va vous donner rendez-vous en 2025 puisque c'était la dernière de cette année et on se retrouvera également dans vos écouteurs pour le podcast donc, qui sortira sur un résumé qu'on a déjà hâte d'entendre sur cette thématique-ci. Donc merci beaucoup, merci à vous tous et à très bientôt.